Masechet Baba Batra Daf Nun. On va commencer par le milieu de la page de même tête Amoud Bet. Ha-re'aya yesh tema nachat ruach asiti leba'ali milot nan lakach min ha'ish behazar velakach min ha'isha mikho batel alma amra nachat ruach asiti leba'ali achanami tema nachat ruach asiti leba'ali. La question de la Gemara est la suivante. Nous avons déjà appris que la femme et le mari ne peuvent pas avoir de chazaka l'un sur l'autre, l'un par rapport à l'autre. Par exemple, en général, lorsque Réhouven et Shimon ont un conflit à propos d'un bien immobilier, Réhouven dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais là? Shimon répond, tu me l'as vendu. On lui demande où est le titre de propriété. Shimon dit, je l'ai perdu. Alors, comment on tranche la halakha? Eh bien, c'est très simple. Est-ce que c'est pendant les 3 ans qui ont suivi, depuis le début de l'occupation, ou bien est-ce qu'on est déjà à plus de 3 ans depuis le début de l'occupation? S'il a occupé les lieux depuis plus de 3 ans, il a la hazaka. Car il peut dire, je l'ai acheté, mais j'ai perdu le titre de propriété en voyant que tu as gardé le silence, tu n'as pas réagi. En effet, si pendant 3 ans, l'ex-propriétaire a gardé le silence, c'est une preuve qu'il lui a réellement vendu. Mais lorsqu'on a affaire à un époux et une épouse, est-ce que l'exploitation du terrain, du champ agricole ou de l'appartement pendant 3 ans, c'est une preuve de vente? Pas du tout. C'est que tout simplement, entre mari et femme, on ne va pas chipoter. C'est-à-dire que le mari laisse sa femme exploiter son champ, occuper l'appartement, l'épouse, elle laisse son mari faire. Mais c'est normal, c'est des relations conjugales, c'est des relations de famille. C'est le mari et la femme. Évidemment qu'on pardonne l'un à l'autre et on cède l'un à l'autre. C'est pas parce qu'on a gardé le silence pendant 3 ans que c'est une preuve qu'on a vendu l'un à l'autre le bien immobilier. Donc la Mishnah dit clairement, il n'y a pas de chazaka. L'occupation pendant 3 ans ne donne aucune légitimité. Ce n'est pas une preuve de propriété. Très bien. Mais quand serait le din au cas où l'un des deux fait sortir un shtar, où il a des edim? Par exemple, la femme a amené avec elle, a apporté avec elle, comme dot en mariage, un patrimoine immobilier, où elle a reçu comme héritage. Maintenant, le mari lui dit, vends-moi ce bien-là, vends-le-moi. Elle dit, d'accord. Et ils ont été chez le notaire. Et ils ont établi une vente. Si lui maintenant, il amène une preuve comme quoi il a acheté en bonne et due forme, un acte notarié, est-ce qu'il y a un souci? Aucun. C'est ce que vous dites. C'est la question de la Gemara. Comment vous dites qu'il n'y a aucun souci? Parce qu'il a une réaya, il a un shtar, ou il a des edim, mais pourtant, elle peut prétendre Nahat ruach asiti leba'ali. Même si elle a vendu, on va dire de manière légale, que tout s'est fait dans les normes, dans les règles de l'art, mais elle peut dire, je n'étais pas du tout convaincu, je n'avais aucune intention, aucune volonté de vendre. Simplement, il m'a demandé d'acheter. Est-ce que vous croyez que je vais dire non à mon mari? Est-ce que vous voulez qu'on se dispute toute la vie à cause de cela, à cause de mon refus? Alors, j'ai dit oui. Mais c'était, comme on dit, j'ai dit oui
mais dans mon cœur, j'ai crié non. Le cri du cœur, c'est non. Mais pourquoi, alors elle a dit oui. Pourquoi elle est partie chez le notaire? Nahatrouah, asiti les barli, c'était pour lui faire plaisir. Mais je n'étais pas du tout convaincu. Et la Gemara cite comme référence une preuve à cette question pour baser cette question. Elle dit, on retrouve ça dans une Mishnah Maseret Gittin. La Mishnah nous dit, regardez, Milotnan, la Karmina Ish, et Hazar ve la Karmina Isha, Mikho Batel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un homme, quand il se marie et qu'on écrit la Ketouba, c'est quoi la Ketouba? C'est un engagement de la part du mari de reverser de l'argent à la femme en cas de divorce ou en cas de veuvage. Si elle devient veuve, ça veut dire que le mari est mort et il a laissé un patrimoine, eh bien il faut donner à la femme la Ketouba. Imaginons que le mari, comme d'habitude, vous savez très bien, c'est écrit dans la Ketouba, que tous les biens du mari sont assujettis au paiement de la Ketouba. Il y a une harayut, une garantie qui est tacite. Quand il se marie, et on écrit une Ketouba, donc il y a un assujettissement de tous les biens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a vendu. Le mari a tout de même vendu un bien. Et voilà qu'il est mort. La femme, elle a un droit d'hypothèque. Je prends un exemple. Réhouven a vendu à Shimon un bien immobilier. Et ensuite, il est décédé. Ce monsieur est décédé, Réhouven. La femme vient réclamer sa ketouba. Il ne reste plus, il n'y a rien. La seule chose qu'il y avait au moment de la ketouba, c'était ce bien immobilier. Et il a vendu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Shimon et lui dit, monsieur, tu as acheté un bien qui était assujetti à ma ketouba. Tant pis pour toi. Elle a un droit de saisie. Elle va saisir le bien immobilier de Shimon pour régler sa ketouba. Maintenant, imaginons, Réhouven a été intelligent. Ou plutôt, Shimon a été intelligent. Shimon a dit, quand il a acheté le bien, il savait que si jamais Réhouven décède, sa femme peut venir le saisir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu la voir à elle, après avoir acheté de chez le mari. Il lui a dit, Madame, regardez, votre mari m'a vendu son bien immobilier. Et je sais qu'il est assujetti au paiement de la ketouba. Moi, je voudrais que ce soit fait en âme et conscience, pas seulement de votre mari, mais également du vôtre. Que vous acquiescez, que vous approuviez cette vente. Donnez votre approbation. Et pour ce faire, voilà, je vous achète un petit cadeau. Là-bas, je vous donne de l'argent. Tenez une enveloppe. Vous avez dedans de quoi vous faire plaisir pour les vacances. Et ou bien il va lui acheter un appareil électroménager qu'elle cherchait depuis longtemps. Ah, comme ça, elle donnera son acquiescement, son approbation. Elle va confirmer la vente du mari. La Mishnah nous dit, dans Maseret Gittin, que même si l'acheteur a fait ça, ça ne sert à rien. Pourquoi? Mikho Batel. Mikho Batel. Son achat est caduque, dans le sens où, certes, il avait acheté de Réhouven ce champ, avant que Réhouven décède, il avait acheté, et en plus, il a eu, en quelque sorte, la confirmation de la femme, puisqu'il a été la voir, il lui a dit, tiens, ton mari m'a vendu, tiens, en plus, un peu d'argent. Allez, tu confirmes sa vente? Oui, tu confirmes. Oui, je confirme sa vente. Et ensuite, Réhouven décède. Madame, elle peut aller voir Shimon, lui dit, monsieur, je te saisis le bien immobilier pour ma ketouba. Alors, la Gemara fait la déduction suivante. La Gemara dit, Alma, Amra, Nahatroua Hasiti les Bali.
Achanami tema. C'était les Bali. Pour quelle raison la femme peut aller saisir l'acheteur? Pour quelle raison? C'est parce que elle peut dire, en fait, j'ai dit oui, mais mon cœur a crié non. Quand tu es venu me voir, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, ton mari m'a vendu ce bien immobilier. Est-ce que tu peux approuver? Lui est approuvé. Elle a dit oui, j'approuve. Il lui a donné 2 sous, elle a dit j'approuve. D'accord? Eh bien, la Mishnah nous dit ça ne sert à rien. Et pourquoi ça ne sert à rien? Certainement parce que nous considérons qu'une femme veut faire plaisir à son mari. Elle ne veut pas le contredire. Elle n'a pas envie de susciter des tensions entre eux. Et c'est pour cela qu'elle a confirmé la vente. C'était une confirmation, un semblant de confirmation. C'était juste pour ne pas se disputer avec son mari, pour ne pas le contredire. Parce que qu'est-ce qu'il va faire Shimon? Il va aller voir Réhouven. Il va dire, tu sais, hein, ta femme, elle n'est pas du tout contente que tu me l'as vendue. Hein. Alors il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'elle dit? Nahatrouah, je vais faire plaisir à mon mari. Je vais approuver sa vente. Mais en réalité, Hachamim nous disent, on le sait, qu'au fond d'elle, elle ne veut pas vendre. C'est pour cela que puisqu'elle ne veut pas vendre, alors elle a un droit de saisie. Alors la Gemara dit, pour cette même raison, je te pose la question. Comment se fait-il que la Mishnah ait dit qu'entre mari et femme, il ne peut pas y avoir de hazaka? Car le silence de 3 ans de l'ex-propriétaire, qui en général sert de preuve de vente, ça ne marche pas ici. Pourquoi? Parce qu'entre mari et femme, pourquoi ils se taisent? Parce que c'est mari et femme. Ils ne vont pas chercher des problèmes. Alors là aussi, pas seulement ils ne vont pas chercher des problèmes, c'est qu'on s'aime, et puisqu'il y a de l'amour, alors on permet l'un à l'autre une exploitation totale et parfaite. Est-ce qu'on va aller commencer à chipoter? Pas du tout. Donc il n'y a pas de hazaka. Très bien. Mais quel serait le din s'il y a une réaya? La Gemara a déduit, elle a dit, il n'y a pas de hazaka entre mari et femme. Sous-entendu que hazaka, il n'y a pas, mais réaya. Oui, il peut y avoir une réaya. C'est quoi réaya? Soit 2 témoins qui disent, lui a vendu, soit ils ont été chez le notaire et il a un shtar, le mari par exemple, que sa femme lui a vendu le patrimoine qu'elle a ramené comme dot en mariage. La réaya, ça marche. La Gemara dit, mais pourquoi ça marcherait? Ça ne devrait pas fonctionner. Pourquoi ça ne devrait pas fonctionner? Parce que ce n'est pas une vente voulue. Alors pourquoi elle a quand même voulu lui vendre? C'est parce qu'elle était contrainte et forcée pour ne pas se disputer avec lui. Elle ne peut pas lui refuser, c'est son mari. Elle va lui refuser, il lui dit, vends-moi. Elle va lui dire non, alors c'est les disputes à n'en plus finir. Elle ne veut pas de ça. Elle a voulu le satisfaire. Mais dans son fort intérieur, elle n'a pas du tout adhéré à cette vente. Elle lui a vendu, c'est un semblant de vente. Alors pourquoi la Mishnah a dit, il n'y a pas de hazaka entre mari et femme? Sous-entendu qu'il peut y avoir une réaya. Mais même la réaya, ça ne devrait pas être bon. Car même s'il y a une réaya qui a vendu, il y a 2 édim, il y a même un shtar notarié. Mais tout ça, c'est qu'un semblant. Elle était d'accord de lui faire plaisir, mais en aucun cas, elle n'était d'accord de vendre. Elle a dit oui parce qu'elle ne voulait pas se disputer avec lui. Alors pourquoi tu considères que la vente est une vente? C'est la question d'Agmara. J'ouvre une parenthèse pour soulever la question de Rashbam. Rashbam dit, j'ai pas compris, tu dis qu'elle ne voulait pas vraiment vendre. Pourquoi elle ne voulait pas vraiment vendre? Parce que, plutôt, alors pourquoi elle a vendu? C'est juste pour lui faire du nahadrouah? Qu'est-ce qu'elle prétend? Nahadrouah asiti les bali. J'ai voulu simplement lui faire plaisir, mais je ne voulais pas lui vendre. D'accord? Sliha. On a appris toute une sugia avec la halakha qui a été tranchée. Taliuhu vezavin, zvine. Quelqu'un qui a été forcé de vendre, a posteriori, la vente, elle marche. Alors, si a posteriori, la vente marche, pourquoi est-ce qu'ici, tu dis que la vente ne marche pas?
J'ai pensé à ça. Bravo, vous n'avez pas perdu le fil, kol hakavod. En effet, c'est une couchia bombe que pose le Rashbam. Alors les Rishonim, ils ont une réponse. Le Rashbam, sa réponse est la suivante. Le Rashbam, fidèle à lui-même, cohérent avec ce qu'il avait expliqué, rappelez-vous, en tout début de la Sugia, quand on avait dit que lorsque quelqu'un menace l'autre, d'accord, un violent, un homme sauvage, barbare, il vient avec son bâton et il force l'autre à lui vendre quelque chose, on avait dit que oui, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il a dit, il y a deux facteurs. Primo, c'est que il se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il m'a donné l'argent, il me donne les sous. C'est pas un cadeau. Il me force pas à lui donner cadeau. Il me force à lui vendre. Donc il va me payer. Donc finalement, j'aurai l'équivalent. Je vais rien perdre. Même si c'est une valeur sentimentale, mais tout de même, je n'ai pas perdu sur le plan de la valeur, car il m'a payé. Et aussi, j'ai pas intérêt à refuser, il va me frapper. Donc j'ai tout à gagner. Regarde, j'ai tout à gagner. Donc, étant donné que... regarde, il y a deux éléments, il y a deux facteurs. J'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. J'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Alors, en effet, la vente est une vente valide. Mais là, nous dit le Rashbam, elle n'a rien à perdre, mais elle n'a pas tout à gagner. Mais les maisons d'hôtes, il appartient à son mari. Écoutez ça. C'est qu'en fait, il dit, ok, imaginons qu'elle lui refuse. D'accord? Elle lui refuse. Il n'y a pas de menace. Il n'est pas en train de la menacer. C'est pas comme quelqu'un qui, sous l'effet de la menace, dit oui. Pourquoi? Parce qu'il dit, au lieu de recevoir des coups, je dis oui, et j'ai gagné ma santé. J'ai gagné ma santé. Au moins, il va pas il n'y aura pas de représailles. Il va pas me frapper, il va pas me dénoncer, il va pas me faire du mal. Et il dit, mais par contre, entre un mari et femme, il va pas lui faire du mal. Ça veut dire, même si, ok, il va plus, on va dire que pendant 2-3 jours, il va bouder. D'accord? Mais ça va. C'est pas la fin du monde. Il va pas lui faire du mal quand même. C'est pas parce qu'elle t'a refusé de la vente que tu vas lui faire du mal quand même. Alors, étant donné qu'elle n'a pas grand-chose à gagner, alors on n'a pas les deux facteurs qui déclenchent la confirmation de la vente. Alors la question de la Gemara est claire. Comment se fait-il que la Mishnah ait dit qu'un mari n'a pas de chazaka sur les biens de sa femme? Naron, même s'il a exploité pendant 3 ans, sous-entendu que chazaka il n'a pas. Mais Re'aya, il peut avoir. Si par exemple elle lui a vendu en bonne et due forme chez le notaire, et que maintenant il nous sort un shtar, ça marche. Pourquoi ça marche? On devrait dire que la vente est invalide. Pourquoi elle est invalide? Parce que elle n'a pas voulu lui vendre. Elle a vendu juste dans la forme, mais pas dans le fond, car dans son cœur, elle n'avait aucune volonté de lui vendre. Elle a fait ça que pour le Nahat Ruach Asiti le Bali, comme on a vu à propos de la... Comme on a vu à propos d'un monsieur qui a vendu même ses propres biens à lui, même pas des biens à elle, ses propres biens à lui. Il a vendu. Et ensuite, l'acheteur a été voir même la femme pour avoir son approbation. Si jamais le mari meurt, elle peut aller saisir le bien de l'acheteur sous prétexte qu'il était assujetti depuis le mariage au paiement d'un ketouba. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas obligée d'accepter la vente de son mari. Pourquoi par Nahadroua? À plus forte raison, lorsque c'est le mari lui-même qui lui demande de lui vendre, c'est sûr qu'elle ne va pas le contredire. Alors elle va dire ok, mais c'est uniquement par Nahadroua. C'est juste pour une raison de ne pas se disputer avec lui.
de tranquillité au niveau du shlam baït, parce qu'elle ne veut pas perturber le shlam baït, mais en aucun cas elle n'était d'accord de lui vendre. Alors pourquoi la vente, tu dis qu'elle est valable? Re'aya yesh. La Gemara répond ainsi. Haït mar'ala amaraba baravuna lo nitzrecha ela beotan shalosh sadot. Ahad shekatav la biktubata ve'ahad sheyiched la biktubata ve'ahad sheyichnisa lo shum mishela. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba Baravuna a dit que lorsque nous avions dit que Réhouven, le mari de cette femme, a vendu à Shimon un bien immobilier qui était assujetti à la ketouba, si plus tard il meurt, elle a le droit de venir le saisir, même au cas où elle avait donné son approbation. Elle a donné son approbation sur la vente du mari. Malgré tout, même si elle avait confirmé à l'acheteur, c'est bon, mon mari t'a vendu, c'est bon, la vente, je l'approuve, je la confirme. Malgré tout, elle est en droit, après la mort de son mari, de venir saisir l'acheteur. Pourquoi? Car elle peut lui dire, je n'étais pas du tout d'accord qu'il vende quelque chose qui est assujetti à ma ketouba. Pourquoi j'ai dit oui? C'était juste pour Nahadouar, pour pas qu'il y ait des problèmes de Shlom Bayit. Pour Raïv Rabotai, Rabba Baravuna dit, attention, ce n'est pas valable dans tous les cas de figure. Elle ne peut saisir l'acheteur que dans l'un des trois champs. Que dans le cas Katav la Biktubata, ou que dans le cas de Yihedla Biktubata, ou dans le cas de Ychnisalo Shum Mishela. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rajba m'écrit. En général, un homme qui se marie, au moment du mariage, tout ce qu'il possède comme bien immobilier est assujetti, hypothéqué à la ketouba. Hein? Si au moment du mariage, il possède quelque chose, tous les biens qu'il possède au moment du mariage sont de manière tacite et automatique assujettis au paiement de la ketouba. Shi'aboud, ça s'appelle Shi'aboud, assujettissement. Mais imaginons que le mari lui ait écrit dans la ketouba, écoute-moi bien, mademoiselle, si jamais, maintenant, Hariat Mekudeshet li betabazou kedat Moshe Israël, Houpa, sache que, tu vois cet appartement, il sera la garantie de ta ketouba. Si jamais, au moment du divorce ou au moment du veuvage, il n'y a pas d'argent, voilà. Rabotaï, je vous pose la question. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'il avait besoin d'hypothéquer? Non, dans l'absolu, non. Car c'est pas... On n'a pas besoin de ça. De toutes les façons, n'importe quel bien est assujetti. Mais celui-ci, il est hypothéqué. Celui-ci, elle compte dessus davantage, plus que tous les autres terrains. Parce que celui-là, il a désigné, pas seulement désigné, il a écrit dans la ketouba que cet appartement ou ce champ seront l'hypothèque de cette ketouba. Premier cas. Autre cas, c'est que dans la ketouba, il n'a pas écrit. Mais on a déjà dit, il y a un assujettissement tacite. Pas besoin d'écrire. Mais après cela, pour la rassurer, il appelait 2 témoins. Et devant eux, il dit, Madame, tu vois cet appartement, ou tu vois ce champ, c'est l'hypothèque de ta ketouba. Ça marche? Bien sûr, ça marche, c'est hypothèque. Ça ne sert à rien, mais ça la rassure. Ça lui donne psychologiquement une assurance. Alors, étant donné que psychologiquement, elle compte là-dessus, si jamais ce monsieur a vendu Réhouven,
Qu'est-ce qu'il a vendu à Shimon? Justement cet appartement qui était hypothéqué. Soit hypothéqué par écrit dans la Ketouba, soit hypothéqué ultérieurement devant deux Edim. C'est le premier cas. Le premier cas, qu'est-ce qui est écrit? Katav la biktubata. Deuxième cas, Yihed la biktubata. La différence entre Katav et Yihed, Katav c'est au moment du mariage, Yihed c'est après le mariage. Mais ça revient au même. Alors là, elle peut dire, Moraï Verabotai, sachez une chose, quand je l'ai vu vendre cet appartement qu'il m'avait hypothéqué, que j'avais hypothéqué, et il a vendu. Et après ça, l'acheteur, il vient me voir, il me dit, est-ce que vous pouvez confirmer la vente? Ben moi, je ne vais pas me disputer avec mon mari, j'ai dit oui. Mais mon cœur a dit non. Est-ce que vous croyez que j'étais contente qu'ils vendent mon hypothèque? Mon cœur s'appuyait sur cet appartement. Alors, c'est par rapport à un champ pareil. C'est là où la Mishnah dans Maseret Gittin a dit Mikho Batel. Cet achat est caduc. Qu'est-ce que ça veut dire, il est caduc? Si Réhouven est mort, et que au moment de la mort de Réhouven, sa femme vient chercher des biens pour prendre sa ketouba, encaisser sa ketouba, mais il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir Shimon, qui avait acheté le champ. Elle va lui dire, donne-moi le champ. Et Shimon va lui dire, je ne te comprends pas. Lorsque ton mari me l'avait vendu, je suis venu te voir pour confirmer la vente. Et tu as validé la vente. Tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, tu viens me saisir. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Nahatrouah, c'était les Bali. Ce n'était pas de bon cœur. C'était malgré moi que j'avais confirmé la vente. Je l'avais validé parce que je ne voulais pas de dispute, de problème de Shlom Bayit avec mon mari. Mais en aucun cas, je voulais vendre l'hypothèque. Alors c'est seulement par rapport à une hypothèque précise, comme une hypothèque qui a été inscrite dans la Ketouba, ou une hypothèque même ultérieure, mais qui était une hypothèque. C'est pas juste un sherbout général, c'est hypothéqué. Alors là, dans ce cas-là, on dit, elle ne veut pas vraiment vendre, parce que son cœur s'appuyait là-dessus. Mais s'il ne s'agissait pas de cela, alors on verra tout de suite. Alors à Botaï, moi je vous ai traduit les deux qui sont faciles à traduire. Katavla ketubata, ou bien Yahedla biktubata. Mais il y a encore un troisième chant. Ichnisalo shum mishela. Qu'est-ce que ça veut dire shum? Elle lui a fait rentrer du shum de chez elle. C'est quoi shum? Alors, ici évidemment que c'est pas de l'ail. Ça sent pas bon là. Alors shum c'est shuma. Vous savez c'est quoi shuma? Bravo, une évaluation, une estimation de la valeur. Lorsque, comment on appelle d'ailleurs ici en Israël un expert? Shamaï, bravo. Le shamaï qui vient évaluer votre maison. L'expert a expertisé quoi? Le bien immobilier qu'elle a ramené avec elle. Alors, il y a deux sortes de dot en mariage. Il y a la dot en mariage Nirse Meloug et il y a la dot en mariage Nirse Tson Barzel. Quelle est la différence? Nirse Meloug, Hagouf Laïcha, Ve'aperot la Baal. Le foncier, le capital, il reste la possession de la femme et le mari n'a que l'usufruit. Le jour du divorce, au veuvage, elle récupère. Même si ça s'est dégradé, le bien immobilier s'est dégradé, la maison elle s'est abîmée, tant pis pour elle. C'est à elle, c'était toujours à elle, et ça s'est abîmé, c'est ce qui est à elle qui s'est abîmé. Ça s'appelle Nirse Milog. Mais Nirse Tson Barzel, le bétail d'acier, pourquoi ça s'appelle un patrimoine qui s'appelle le bétail d'acier? Vous avez déjà vu des moutons en fer? C'est-à-dire, c'est une façon, c'est une expression. C'est pour dire qu'elle est sécurisée, au niveau monétaire. Si elle a ramené avec elle un appartement ou un champ agricole, il coûtait tant.
il coûtait tant. Eh bien, l'expert a évalué combien au moment du mariage ça valait. Et là, lui, le mari, il s'engage dans la ketouba. Il écrit, elle a ramené pour 2 millions de shekels en valeur immobilière, il s'engage pour 2 millions de shekels. Si jamais l'appartement s'abîme et il a été dégradé, détérioré, eh bien, monsieur s'engage à lui donner à elle 2 millions de shekels. Ce bien immobilier, c'est elle qui l'a amené. Et lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu. Il a dit, écoute, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je dois payer la valeur. Mais elle dit, mais c'est moi qui ai amené ce bien immobilier. De quel droit il vend, lui? D'accord, je ne vais pas faire de dispute avec lui. Pour le Shlom Bayit, je me tais. Pas seulement je me tais. Quand l'acheteur vient la voir, il dit, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais intérieurement, elle n'est pas d'accord. Alors, c'est ce genre de biens immobiliers pour lesquels on dit la femme, même si elle dit oui, mais elle crie non. Son cœur dit non. Parce que ce sont des biens avec lesquels elle a des points d'attache. Rappelez-moi, s'il vous plaît, les 3 champs. Hypothèque dans la ketouba, hypothèque après le mariage, ou le champ qu'elle a amené elle-même, comme Nirset Son Barzel. C'est là où on dit, même si elle a dit oui après la vente de son mari, en réalité, elle n'est pas vraiment d'accord. La Gemara ouvre une parenthèse, parce que là, on a commencé quelque chose, mais on n'a pas encore vraiment répondu à la question de base. On est en plein cheminement. Mais dans ce cheminement, la Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit, excuse me, quand tu me précises et que tu me dis, la femme n'est pas vraiment d'accord de vendre, même si elle a dit oui, la vente n'est pas valide. La Gemara ouvre une parenthèse et elle pose la question suivante. Elle dit les Maouté Maï. Lorsque Rabba Baravuna a dit que c'est uniquement par rapport aux 3 champs, hypothèque et choum, nachon, nirset son barzel. C'est là que la femme, en réalité, même si elle a dit oui, par rapport à la vente de son mari, dans son cœur, elle n'est pas d'accord. La Gemara dit, alors, dans quel cas on considère que son oui est un vrai oui? C'est qu'elle a été vraiment d'accord. Dans quel cas? Les Maoutémaï, qu'est-ce qu'on a voulu exclure? Tu me dis, on parle que des 3 champs. Alors quoi? Elima les Maoutéch Arnechassim, Kol Sheken de Aviala Eva, de Amarla Enaich Natat, Bagirushin ou Bamita. Bagirushin ou Bamita. C'est-à-dire, dans quel cas on considérerait que son oui est un vrai oui? C'est s'il a vendu d'autres biens qui n'étaient pas hypothéqués. Alors à ce moment-là, si l'acheteur vient la voir et qu'elle a dit oui, c'est vraiment un oui, la Gemara dit, il n'y a pas de logique. Au contraire, Kalva Homer, c'est un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, par rapport à ces trois champs qui étaient hypothéqués, on a dit qu'elle n'est pas d'accord de vendre, pourquoi, même si elle a dit oui, c'est juste pour le Shlom Bayit, à plus forte raison pour les autres champs, elle va dire oui pour le Shlom Bayit. Imaginons que le mari ait vendu un champ qui n'était pas hypothéqué. Et elle dit non, je ne suis pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il va dire le mari? Quoi? Pourquoi tu dis non? Qu'est-ce que tu as à perdre? Ah, tu attends le divorce. Tu veux le récupérer au moment du divorce. Ah, tu attends le veuvage. Il dit, tu veux qu'il meure? Hein?
C'est ça ce que tu veux. Il dit, le mari lui dit, tu attends sa mort? Nahon? Elle attend sa mort. Alors, c'est sûr qu'elle ne va pas dire non. Pourquoi? Parce que le mari va lui dire, ah, je sais, qu'est-ce que tu attends? Tu attends la ketouba, tu attends la mort, tu attends la mort du mari, tu attends le divorce. Alors c'est sûr qu'elle va dire oui. Qu'elle va dire oui. Hein? Parce qu'elle a peur de Eva. C'est quoi Eva? La haine, l'animosité du mari. Alors, qu'est-ce que voulait dire Abba Barabuna quand il a dit on parle des 3 champs? Quoi? Que les 3 champs? C'est là où son oui est un non? Parce qu'elle dit c'est pour le Shlom Bayit que j'ai dit oui. Mais à plus forte raison pour un champ qui n'est pas hypothéqué qu'elle va dire oui pour le Shlom Bayit. Parce que le problème du Shlom Bayit il est encore plus dangereux. You understand? Justement pour des biens qui ne sont pas hypothéqués. Alors Morav et Rabotai, qu'est-ce qu'il a voulu exclure à Baba Rabuna? On dit la Gemara, il a voulu exclure Kitmar. Et là, les Maote Nirse Milog. Les Maote Nirse Milog. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mari a vendu des biens qui sont à elle et dont le mari n'a que l'usufruit. Elle a ramené avec elle comme dot en mariage un patrimoine immobilier. Et lui, qu'est-ce qu'il avait le mari? Depuis le mariage, il a un droit d'usufruit. Est-ce qu'il a le droit de vendre? Non. Mais si le mari a tout de même vendu, et ensuite elle a donné son approbation, son consentement, les amis, dites-moi, La vente est caduque. à four, là la vente elle est validée. Là la vente justement elle est validée. Pourquoi? Car elle n'a aucune gêne pour dire non. Il n'y a pas de gêne. Parce que c'est à elle. Au contraire, c'est lui qui doit avoir la chouma. C'est lui qui doit avoir la honte. Tu n'as pas honte, tu as vendu ce qui est à moi. Eh bien, s'il a vendu et qu'elle a dit oui, dans ce cas-là, ça marche. C'est ça ce qu'a exclu. Et en effet, c'est de cela qu'il s'agit aussi. Écoutez bien les amis. Si par exemple le mari, maintenant on arrive au point de chute. C'est le point... Attendez, Rabbi Moshe. Si vous n'avez pas compris la réponse, c'est dommage que vous essayez de poser des questions avant même d'avoir eu l'apaisement de la réponse. Tout le cheminement qu'on a fait maintenant, on n'a fait que construire étape par étape pour arriver au point de chute. Alors c'est dommage. Ne ratez pas l'essentiel. Tout cela, c'est pour arriver à un point. Lequel? Depuis le début, on avait dit, entre un mari et une femme, le mari n'a pas de chazaka sur les biens de sa femme. Et vice-versa d'ailleurs. Mais... la réaya, elle est valable. Si par exemple, le mari apporte une preuve comme quoi il lui a vendu, c'est bien, ça fonctionne, ça marche. On avait dit, mais comment ça se fait que ça marche? Pourtant, elle peut dire je lui ai vendu juste pour pas lui refuser, pour pas qu'il y ait de problème shlom bait, d'accord? Alors comment est-ce que la vente est valide? Quelle fut la réponse? La réponse, c'est que tout ce qu'on dit que la vente n'est pas valide, c'est uniquement par rapport à des biens qui appartiennent à l'homme et qui sont assujettis à la ketouba. D'accord? Ou bien, d'accord? Ça, c'est là où on a dit Nahadrouach Asiti les Baali. Que ce soit Nirse, Tson Barzel, que ce soit hypothèque. Tout ce qui appartient à l'homme qui a vendu et qu'il a vendu au détriment de la femme parce qu'elle n'aura pas d'argent pour la ketouba, ou bien Nenirse Tson Barzel, eh bien là, la femme, elle est gênée de refuser. Pourquoi elle est gênée de refuser? Parce que le mari va lui dire « Ah, petite maline, tu attends la mort, tu attends le divorce, hein, c'est pour ça que tu me refuses. » Alors elle dit « D'accord, son consentement est forcé. » Mais là, elle n'a pas de gêne à dire non. Alors pourquoi elle a dit oui? C'est un oui sincère. Voilà dans quel cas le mari est tout à fait en droit légitime de dire que elle lui a vendu, s'il montre un shtar ou des edim comme quoi elle lui a vendu, et la vente est valide. Parce que là, on ne peut pas dire que la vente
est invalidée parce qu'elle était forcée. Elle était contrainte et forcée, madame. Elle n'était pas forcée. Elle aurait pu dire non sans craindre les problèmes de Shlom Bayit, car ce sont ses biens à elle. Le capital lui appartient. Qu'est-ce qu'elle lui a refusé? Quelque chose qui est à elle, qu'elle a ramené de son père. Voyez-vous? Là, il n'y aura pas de problème majeur de Shlom Bayit si elle refuse. Donc, si elle n'a pas refusé et qu'elle a vendu, et on a une preuve qu'elle lui a vendu, tout va bien. Ça, c'est déjà une première réponse. Et on va terminer avec une deuxième réponse qui est très belle également. La Gemara s'étonne et elle dit Ha'amar amimar ish ve'isha shemachru benirse melog lo asu velo klum. J'ai pas compris. Tu me dis que, en effet, la vente elle est valide quand une femme vend à son mari. Pourtant, on a dit que un homme et une femme qui ont vendu des biens qui étaient nirsémilog, ça marche pas. La Gemara pose une question par rapport à ce qu'on vient de dire, que la femme, au niveau de nirsémilog, puisque ça lui appartient le capital, elle n'est pas gênée de refuser à son mari. A priori, c'est faux, car Amimar nous a enseigné Ish veisha, shemachru benirse milog, lo asu velo klum. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme et une femme qui ont vendu des nirse milog, leur vente est caduque. A priori, de quoi ça parle? Ça parle justement du cas qu'on avait vu précédemment. C'est que d'abord le mari a vendu, et ensuite l'acheteur a obtenu l'approbation de la femme. Et malgré tout, la vente est caduque. Tu vois que cela est applicable, pas seulement par rapport à des biens qui étaient assujettis à la ketouba, mais même à des nirsémilogues, même à des biens dont le capital appartenait à la femme. Et le mari a vendu et la femme a approuvé. Malgré tout, ça ne marche pas. La vente, elle est caduque. Ça veut dire qu'elle peut dire « Pourquoi j'ai accepté? C'était pour faire plaisir à mon mari. Alors pourquoi tu as dit que pour les nirsémilogues, elle n'est pas gênée de refuser ?» Tu vois que oui, elle est gênée de refuser. La Gemara répond « Ki itmar de amimar, echadezabin ihu umet, de atia ihi umafka, iname zavna ihi umeta, ata ihu mapik betakanta de rabanan. Ou de Rabbi Yossi Barbi Hanina. De Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina, Beusha itkinu, Haisha shemacha benirse melog, umeta, Abaal motzi miyad alekohot. Avalecha dezabinu, tarvayu, le alma. Inam ezavna ihi le dide, zvina zvine. Alors écoutez comment c'est beau, c'est magnifique. En fait, la Gemara dit, c'est faux ce que tu as compris. Tu as compris que un homme, s'il a vendu les biens de sa femme, même si ensuite elle a donné son approbation, c'est nul. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire j'ai fait que pour lui faire plaisir. J'ai dit oui que pour lui faire plaisir. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Si Bémet, les deux ont vendu, c'est-à-dire d'abord l'acheteur a acheté du mari et la femme a donné son accord, son consentement, la vente est valide. Elle est validée. Ou encore, si c'est la femme qui a vendu à son mari, la vente est validée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion de faire plaisir. C'est-à-dire, j'avais peur de lui. Non. Elle n'a aucune peur. C'est à elle. Donc elle aurait pu refuser. Et si elle a dit oui, c'est que c'est sincère. Donc elle peut vendre à son mari, ou les deux en même temps, ils peuvent vendre à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que voulait dire Amimar quand il a dit « Ish ve isha, shemachru benirse milug lo asu velo klum » Un homme et une femme qui ont vendu les nirsémilogues, la dot en mariage, ça ne sert à rien. La vente est caduque. Tu veux savoir de quoi il parle? C'est le mari qui a vendu sans la femme, sans l'accord de la femme, ou la femme qui a vendu sans l'accord du mari. C'est là où on prétend que c'est caduque. Faut pas lire Ish ve Isha et comprendre dans le sens que l'homme et la femme ont vendu. Non.
Ish ve Isha, c'est ou l'homme ou la femme. Et pourquoi leur vente n'est pas valide? Écoutez bien. Par exemple, le mari a vendu les nirsémilogues de la femme. Évidemment que quand le mari est vivant, il a l'usufruit. L'acheteur qui a acheté, qu'est-ce qu'il a? L'usufruit. Mais dès que le mari est mort, automatiquement le capital à qui revient? À la femme. Puisque le capital revient à la femme, alors la femme récupère le bien qui se trouve chez l'acheteur. C'est tout à fait normal. Le mari ne pouvait pas vendre ce qui n'est pas à lui. Il n'a vendu que l'usufruit qui était à lui. Mais une fois qu'il est mort, le mari, elle récupère le capital, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, l'inverse, si c'est elle qui a vendu du vivant du mari, qu'est-ce qu'elle a vendu? Le capital, pas l'usufruit, mais le capital. C'est-à-dire qu'à la mort du mari, pardon, excusez-moi, Elle a vendu le capital. pour l'instant, elle a vendu le capital, mais à sa mort à elle, bravo Rabbi Yaakov, vous êtes là, à sa mort à elle, qu'est-ce qui va se passer? L'acheteur aura l'usufruit. D'accord? Eh bien, ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, non. Hachamim ont dit, bien que Minatora, une femme qui a vendu un bien immobilier et que le mari avait l'usufruit, sa vente est valide. Et ensuite, à la mort du mari, pardon, à la mort de la femme, l'acheteur, il récupère le terrain qu'il a acheté, puisque la femme n'est plus là, il récupère son bien, son capital, et il aura l'usufruit, car le mari, il avait l'usufruit que du vivant de sa femme. Maintenant qu'elle est morte, ça revient à qui? Ça revient à celui qui a acheté le capital de la femme. Mais malgré tout, Hachamim ont dit non. Hachamim ont dit que le mari, il est héritier des biens de sa femme, et pas seulement du capital qui est disponible au moment de la mort de sa femme, mais même de tous les biens qu'elle a vendus. Par exemple, il peut aller voir l'acheteur, il va le saisir. Il va lui dire, tant pis pour toi. Alors il dit, alors pourquoi j'ai acheté? Il a dit, tu as acheté qu'au cas où c'était l'inverse. C'est qui serait mort? Si c'était le mari qui était mort le premier, alors là, ton achat aurait été valide. Mais maintenant, tu n'as pas eu de chance. C'est elle qui est morte la première. Hachamim ont donné au mari le droit de saisir l'acheteur par rapport au nirsémilogue qu'elle a vendu à cet acheteur. Et pourquoi Hachamim ont fait ça? C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'animosité entre le mari et la femme. Alors il a comme un droit d'héritage. Ça veut dire le droit d'héritage, pas seulement des biens disponibles au moment de sa mort à elle, un droit d'héritage même par rapport aux biens qu'elle a vendus. C'est une takana de Chachamim. C'est pas le din de la Torah. Selon la Torah, elle a vendu, c'est fini. Il a toujours la jouissance Il a toujours la jouissance de Hein? La jouissance de Oui. Elle vend le champ. Oui. C'est lui, son mari qui a eu Le mari, il a l'usufruit, elle vend le capital. Eh bien, c'est qu'il attend que l'un des deux meure. Alors maintenant, regardez, la Gemara dit, Damar Rabbi Yossi Bar Bechanina, Be'usha itkinu, c'est dans la ville de Usha où le Sanhédrin avait instauré, Haïcha Shemacha ben Nirsemilog ou Meta, une femme qui a vendu des Nirsemilog et elle est morte, Habaal Motzi Miyad ala Kuchot, le mari peut aller saisir l'acheteur. Ah, Balecha des Abinu Tarbayou les Alma, mais si tous les deux ont vendu en commun accord à un acheteur, ils ne peuvent pas, ni à la mort de l'un, ni à la mort de l'autre, récupérer. Inami, ou encore, Zavna Ihi le dide, Zvina Zvine, ou bien si la femme a vendu le capital à son mari, eh bien la vente est valide. Pourquoi? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème ici d'animosité. Elle lui a vendu à lui le capital. Alors tout va bien. La vente, elle est à 100% valide, puisqu'elle lui a vendu à lui. Comme on a dit, elle n'est pas gênée de dire non. Donc si elle a dit oui, c'est un oui sincère. Alors ça, c'est une réponse. Maintenant, Rabota, il y a une deuxième réponse, et celle-là, c'est juste du miel.
Mais attention, accrochez-vous. Attachez la ceinture, concentrez-vous, 4 minutes 30. Veibaetema. De Amimar de Amar, Kerabil Hazar. Ou encore, on peut dire que ce qu'a dit Amimar, que Aish ve'Aisha, Shemachru benirse milog, Micham Batel, un homme et une femme qui ont vendu à qui? À un étranger. Ce qu'elle a apporté comme dot en mariage, qu'on appelle Nirse Milog. Quel est le statut de Nirse Milog? Le capital à qui il est? À la femme. L'usufruit au mari. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vendu? Ils ont vendu la totalité à qui? À un étranger. Eh bien, l'aura souvé le cloum. Amimar a dit caduc. Contrairement à ce qu'on avait appris jusqu'à présent. Juste le contraire. Deuxième explication, c'est que Amimar ne voulait pas dire Ish o Isha, mais c'est Ish ve Isha. Même si c'est les deux en même temps qui ont vendu les Nirse Milouk, eh bien, le Mecher il est batel. Pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que la vente elle est caduque? Alors écoutez, c'est trop beau. Amimar de Amar qui Rabbi el-Hazar. Amimar, il s'appuie sur un Tana qui s'appelle Rabbi el-Hazar. Où est-ce qu'on retrouve ce Rabbi el-Hazar? Dans la braïta suivante. Détania. Détania. Je vais juste lire d'abord pour que vous compreniez que c'est un bloc et après j'explique. Tania. Hamocher et abdo pasak aimoshe isham shenu shloshim yom. Rabbi Meir Omer harishon yeshno bedin yom o yomaim mipnei shu tahtav. Ve'asheni eno bedin yom o yomaim mipnei she'eno tahtav. Kasavar kinyan perot kekinyan aguf dami. Rabbi Yehuda Omer hasheni yeshno bedin yom o yomaim mipnei shu kaspo. Harishon eno bedin yom o yomaim she'eno kaspo. Kasavar kinyan perot, lav ke kinyan aguf. Rabbi Yossi Omer, shenehem yeshnan bedin yom o yomaim. Ze mipene shu tartav, veze mipne shu kaspo. Umesap kaleh, i kinyan perot ke kinyan aguf dami, i lav ke kinyan aguf dami. Vezavek nefashot, leakel. Rabbi el-Hazar Omer, shenehem enam bedin yom o yomaim. Ze lefi sheno tartav, veze לפי שאינו כספו. ואמר רב המיטמא דרבי אלעזר אמר קרא, לא יוקם כי כספו, כספו המיוחד לו. Alors là, Rabbotai, vous allez vous régaler, même si demain soir c'est Kippour, mais vous n'allez plus ressentir le jeûne tellement vous allez encore garder le miel de ce tiroutz de la Gemara. Trop, trop beau. Vous connaissez le din de Yom Yomaim. Quelqu'un qui tue Hasve Shalom. Hasve Shalom, un juif, il est Chayav Mita. S'il y avait 2 témoins qui l'avaient averti, ils l'ont amené au Beddin, il est jugé, condamné à la peine capitale. Maintenant, quel est le din de quelqu'un qui tue un Eved Kenaani? Pareil, le Eved Kenaani, il a un chiyuv de mitzvot comme une femme, c'est pareil. Quel est le din maintenant d'un maître qui a tué son propre Eved Kenaani? Eh bien, pareil, il est Hayav Mita parce qu'il a tué un Eved Kenaani. Mais il y a quand même une nuance. Il y a une différence entre le maître qui a tué le Eved Kenaani et un étranger qui a tué un Eved Kenaani. Un étranger qui a tué le Eved Kenaani, eh bien, dans tous les cas de figure, il est Hayav Mita. Mais si c'est le maître, ça dépend s'il est mort dans les 24 heures ou il est mort après 24 heures. Ça s'appelle Yom o Yomaim. Si le Eved Kenaani est mort immédiatement dans les 24 heures, alors dans ce cas-là, le Adon est Hayav Mita. Mais si il n'a succombé à ses blessures qu'après 24 heures, dans ce cas-là, il n'est pas Hayav Mita. Le maître n'est pas Hayav Mita. Maintenant, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Imaginons que celui-là, le maître du Eved Kenaani, Reuven, a vendu à Shimon son Eved Kenaani. Mais il lui a dit, écoute, laisse-le moi encore 30 jours, parce que j'ai encore des travaux inachevés, tu vas le récupérer dans 30 jours. Mais pour l'instant, laisse-le travailler encore 1 mois chez moi.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois-ci? Il a énervé, il a pris le marteau, boum. Mais il n'est pas mort immédiatement. Il est mort après 24 heures. D'accord? C'est qui l'a tué? Réhouven. Mais son ex-propriétaire. Bravo! Son ex-propriétaire. Eh bien, est-ce que son ex-propriétaire est considéré comme un étranger ou bien comme son propriétaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il va bénéficier de ce qu'on appelle la dispense de mort, de condamnation? Il va être exempt parce qu'il est considéré propriétaire et le Eved Kenani n'est mort qu'après 24 heures, ou pas? Imaginons maintenant le contraire. Pendant ces 30 jours, c'est qui l'a tué? C'est le deuxième, l'acheteur, Shimon. C'est lui qui l'a tué. D'accord? Alors, il a tué pendant qu'il travaillait chez Réhouven. Alors maintenant, est-ce que lui, il est considéré propriétaire et donc il est patour, puisqu'il est mort après 24 heures, ou pas? Alors la question se pose par rapport à Réhouven, si c'est lui qui l'a tué, et le Eved Kenani est mort après 24 heures, et la question se pose par rapport à Shimon également, quel serait le din si il est mort après 24 heures? Alors on a ici 4 opinions. Première, deuxième, troisième et quatrième. Première, c'est Rabbi Meir. Deuxième opinion, Rabbi Yehuda. Troisième opinion, Rabbi Yossi. Quatrième opinion, Rabbi Elazar. Rabbi Meir va dire que, regardez bien, regardez ce qu'a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Harishon, Yeshno bedin yom o yomaim, pnei shu tahtav. Hasheni, eno bedin yom o yomaim, pnei she'eno tahtav. Le premier s'appelle propriétaire. Bien qu'il a déjà vendu. Il a déjà vendu, rien qu'il l'utilisait. Il est chez lui. Il travaillait chez lui. Mais le capital, il a déjà vendu. Mais il travaillait chez lui. Alors, à ce moment-là, c'est lui qui est considéré propriétaire. Il ne sera pas tour. Et l'autre, si c'est l'autre qui l'a tué, bien qu'il ait acheté, il sera hayam. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un étranger, bien qu'il a payé. Alors, la Gemara explique comment Rabbi Meir peut dire une chose pareille, c'est bizarre. Parce que Rabbi Meir pense que Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Dami. L'usufruit, c'est comme le capital. Et étant donné qu'il travaillait chez le premier, ça s'appelle l'usufruit, eh bien, celui qui est propriétaire de l'usufruit est considéré propriétaire du corps lui-même, du capital. Et par conséquent, c'est lui qui va bénéficier de la dispense. Et il ne sera pas condamné à mort. Mais si c'est le deuxième qui l'a tué pendant ces 30 jours, le deuxième est considéré un étranger, car il n'avait pas l'usufruit. Il n'avait que le capital. C'est pas considéré comme son vrai maître, et il sera hayav mita. S'il est mort même après 24 heures. Maintenant, ça c'est qui a dit ça? Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit le contraire. Rabbi Yehuda dit, si c'est le premier qui l'a tué, et il est mort après 24 heures, il est hayav, parce que lui, c'est un étranger. Par contre, si c'est le deuxième qui l'a tué, il sera pas tour, parce que lui, c'est le vrai propriétaire. Pourquoi? Rabbi Yehuda dit Kinyan Perot, laf ke Kinyan Agouf Dami. Car l'usufruit, c'est pas considéré comme le capital. Alors donc, c'est qui sera pas tour de la mort? Le deuxième, Shimon. Très bien. Maintenant, Rabbi aussi, il dit les deux, ils sont pas tours. Si c'est le premier qui l'a tué, pas tour. Si c'est le deuxième qui l'a tué, pas tour. Pourquoi? Parce qu'il est mort après 24 heures. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, il a un safek. Qui a raison? Est-ce que c'est Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? Et on a une règle, safek nefashot lehakel. Quand on a un doute par rapport à une condamnation à mort, alors on est cool, on est indulgent. Et donc, ni le premier, ni le deuxième, tu ne peux le condamner parce que tu n'es pas sûr. Est-ce que Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf Dami, ou bien Kinyan Perot, Lav, qui est Kinyan Agouf Dami? Ça, c'est qui dit ça? Rabbi aussi. Donc, il dit les deux, ils sont pas tours. Rabbi Elazar Omer, Shnehem, Enam Bedin, Yom O Yomaim. Excusez-moi, pardon. Donc, Rabbi aussi, comment il s'est exprimé? Shnehem, Yeshnan Bedin, Yom O Yomaim. Les deux, ils ont la dispense de Yom O Yomaim. C'est-à-dire, les deux, ils ne seront pas tours de la mort. Ils ne seront pas condamnés à mort pour ce crime.
parce qu'il a succombé à ses blessures qu'après 24 heures. Donc, si on dit que le premier, c'est peut-être lui le propriétaire, pas tour. Si c'est peut-être le deuxième, alors pas tour, parce que Rabbi Yossi, il a un safek. Rabbi Elazar n'a pas de safek. Et il dit, aucun des deux n'aura la dispense. Ça veut dire les deux, ils seront condamnables à mort. Pourquoi ? Ils n'ont pas le bénéfice des 24 heures. Ni le premier, ni le deuxième. Pourquoi ? Il dit le premier, parce qu'il n'a que les pérotes, il n'a pas le gouffre. Le deuxième, il n'a que le gouffre, il n'a pas les pérotes. Alors les deux sont considérés comme des étrangers. Et si c'est comme des étrangers, alors automatiquement, les deux, ils sont hayav. Il n'y a pas de maître. Ce Hayevet Kenani n'a pas de maître absolu. Comme il n'a pas de maître absolu. L'un est propriétaire de l'usufruit, l'autre est propriétaire du gouffre, mais pas de tout. Alors, pas tout. Et Rava dit, sur quoi il s'appuie Rabbi Elazar ? Sur le pasuk. Lo yukam ki kaspohu, kaspoam yuhadlo. Quand est-ce que le Hadon, la Torah l'a dispensé de la condamnation à mort, lo yukam, il n'y aura pas de nekama, qui kaspohu. C'est kaspo miyuhadlo. Mais en l'occurrence, c'est pas miyuhad ni à l'un ni à l'autre. Celui-là, il lui manque l'usufruit, celui-là, il lui manque le capital. Donc, ils ne seront pas patours, ils sont considérés comme des étrangers. Shneem yeshnam bedin. Shneem enam bedin. Ils n'auront pas la dispense. Alors, Moray Verabota, écoutez quelque chose de très très beau, magnifique. Maintenant, on a compris sur qui s'appuyait Amimar. Amimar, il s'appuyait sur Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'avait dit Amimar ? Ha'ish ve'ha'isha shemachru ben nirse melug michram batel lo asu velo klum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le mari et la femme ont vendu ce que la femme a apporté avec elle comme dot en mariage, ce capital, ce bien immobilier qu'elle a amené avec elle, les deux ont vendu. Caduc. Pourquoi caduc ? Bravo. Lui, parce que chacun il lui manque quelque chose. Pour vendre, il faut être propriétaire. Or ici, il n'y a aucun propriétaire. Pourquoi ? Lui, il a l'usufruit, mais il n'a pas le capital. Elle a le capital, mais n'a pas l'usufruit. Alors, c'est pas Kaspo Amyuhadlo. Comment tu veux vendre ? Donc, même si les deux sont venus et ont signé chez le notaire la vente à un étranger, à une tierce personne, la vente est caduque. Ils ne peuvent pas vendre un bien de Nirsemilog. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de propriété parfaite et totale. La propriété n'est pas complète. Et il manque toujours quelque chose. Soit il manque Nahon, mais malgré tout, le mari n'a que l'usufruit. La femme n'a que le capital. Alors même si les deux ont vendu ce qui leur appartient, mais ça ne s'appelle pas un bien qui leur appartient totalement. Ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi Mechan Batel.